Je m'appelle Joseph II. Mon nom est José Del, en espagnol. Mon nom usuel de gosse, comme en Espagne dans ce moment-là, en Catalogne surtout, tout le monde avait des nominatifs, ou des petits noms. Pito, P-I-T-O-U. Non, P-I-T-U. Le U, c'est le O en catalan. Je suis né le 18-8-24, c'est-à-dire le 18 août 1924, à Llançà, à 25 km à peu près d'ici. On est le troisième village après la frontière. Ma vie de gamin a été comme tous les autres. Une famille un peu nombreuse déjà. On était déjà 4 ou 5. Et il y en a eu après. Bon, ça a été un peu dur. L'école, pas l'école, chez les sœurs, parce que ma mère avait été élevée chez les sœurs. Tout ce qu'elle a appris, ma mère, de chez les sœurs, être une boniche. Et la femme de son mari, drôle d'histoire et de point de vue, surtout pour les sœurs. Bon, laissons ça de côté. Ma vie prend en tant que gamin, 2 ans, une sœur, 4 ans, mon frère en a 7. La vie était dure à vivre et très dure. Bon, mon père a traversé la frontière, il y était habitué. J'avais un frère qui avait 10 ans de plus que moi, Pierre. Ce frère, quand nous sommes rentrés en 30, parce qu'en 30, mes parents ont décidé de venir en France. En France, à ce moment-là, c'était les États-Unis, si on peut dire, la bombance, ou soi-disant. C'était plus soi-disant qu'en fait, et de beaucoup. Nous sommes rentrés, on a pris le train, on est rentré en toute légalité, avec passeport pour ma mère, un logement, prise en charge, tout ce que vous voudrez, normalement. Mais voilà, de la gare de Bagnols-sur-Mer au Marrech, à pied. C'était normal, les voitures n'existaient pas à ce moment-là. Il n'y avait que des carrosses. Bon, on est au Marrech, le lendemain matin, quand j'ouvre la porte, face à Carroche. Mais carrément, on voit Carroche quand on sort de la porte. Et là, mon coup de surprise, je dis, mais merde, cette montagne, ça te dit quelque chose. Mais quand on a 5 ans et demi, on se pose la question, tu tolères pas, est-ce ceci, est-ce cela. Bon, 2 ans après, mon père m'a emmené chez nous. Et ça commence bien. Ici, nous étions les Espagnols, pour ma famille, nous étions les Français. 7 ans, déjà on commence à prendre les choses un peu en travers. Ça ne m'allait pas de la part de ma famille, c'est-à-dire oncles, la famille du côté de mon père et de ma mère, qu'on nous traitait de Français, bizarre. Enfin, les choses sont passées. 8 ans, l'école. 7 ans, l'école. J'ai dû attendre 7 ans à ce moment-là. On va à l'école, et vous connaissez la cour où il y a actuellement tous les trucs de la mairie. C'était l'école pour le parking, si on peut dire, pour la récréation des 5 écoles. On se touchait. Si par malheur, un de nous, c'est-à-dire, quand je dis nous, je mets tous les gars que comme moi, on était rentrés, les immigrés, si on faisait une bêtise, alors là, vous avez une drôle d'étiquette, ça vous assure que nous l'avions. On était traités, on n'avait ni nom, ni prénom, l'espagnol, quand il n'ajoutait pas de merde. À ces âges-là, ça commence à durcir. Il y a des gens qui reviennent tous, mais d'autres que n'importe quoi blessent. J'étais un de ces cas-là. J'étais insurgé, j'étais révolté, tout ce que vous voudrez. Mais on devait supporter la tyrannie de ces messieurs qui étaient français. Voilà, une autre façon de voir les choses. En plus, j'ai appris plus tard, bien plus tard, que ce monsieur était un socialo
pas socialiste, parce que pour moi, il n'y en a pas de socialiste. Il y a des socialos, ce qui veut dire beaucoup. Bon, l'école se passe 14 ans. Juillet 38, je quitte l'école. Mon paradis, comme on dit presque en espagnol, mon paradisio, c'était la vigne. J'ai embauché la vigne toute ma vie. Dans ce moment-là, ce temps-là, on peut dire que nous, les jeunes, entre nous, on était beaucoup d'émigrés. On était solidaires, et même avec les gars qui étaient dans le pays, on ne cherchait pas les noises. On allait dans les vignes travailler, surtout le dimanche, en équipe, entre jeunes, on rigolait, on s'explosait, c'était un peu notre liberté de jeunesse. Bon, 39, 34, j'avais un frère qui avait 10 ans de plus, né en 14 et moi en 24. 34, il rentre en Espagne faire son service militaire. C'était l'aîné de la famille. Sa direction, ça a été Melilla, les enclaves espagnoles au Maroc. Il a fait son service là-bas et il a commencé par bien tomber, ou mal tomber si on peut dire. Alors, on l'avait foutu responsable d'un magasin de fournitures militaires. 34 pètes, ça a été la révolte des Asturies en Espagne, qui a été répressée. Il y a eu une répression par le gouvernement espagnol qui était de gauche. C'est la première république, je crois, et ça a été un massacre. Au Maroc, mon frère est tombé dans une unité espagnole, les réguliers qu'on les appelait. Ils étaient prêts à embarquer pour rentrer en Espagne. Ça s'est calmé, mais entre-temps, dans la garnison, il y a eu un ordre qu'il devait y avoir une personnalité qui passerait voir le régiment, passer en revue le régiment. Pour cette occasion, le régiment, on a pris tous les fusils et ils ont sorti tout, comment on appelle, la culasse. Ils devaient présenter tous les armes sans culasse. Mon frère, comme j'ai dit, était responsable du magasin. Il repasse son truc en revue et il s'est rendu compte qu'il y avait une culasse qui avait disparu. Il s'est méfié d'un et il a été le trouver. Ce garçon s'appelait Rose. Voilà. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait de ça? Il lui a dit, je l'ai sur moi. Il lui a dit, donne-le-moi. Il lui a dit, tu peux toujours siffler. Qu'est-ce que tu penses en faire? Le type, quand il passera, je t'ai volé non seulement le verrou, mais une balle. Je la réserve au type. Ça s'est calmé. Franco est descendu aux Asturies, il y a eu un massacre, ils n'ont pas dû redescendre. Bref, ça c'est un peu concernant mon frère, parce que mon point de vue un peu politique et rude comme je suis, vient de son côté. J'ai toujours suivi son esprit, parce que vraiment, c'était pas un frère, pour moi c'était mon père. Mon papa, pas mon père. Père j'en ai eu un, comme toutes les bêtes, mais un papa, non. Bon, son service se termine, il rentre à Bagnous. Un an après, la guerre qui éclate, la révolution. Il part. Je l'ai trouvé en face de l'ancienne menuiserie, comment il était espagnol, maintenant ça ne me revient pas. Il m'a embrassé, il m'a dit voilà, peut-être qu'on ne se reverra jamais plus, je t'embrasse. Il quitte, il rentre en Espagne, direction Barcelone. Barcelone, il tombe, il se fait recruter par la CNT, Confédération Nationale du Travail, des anarchistes.
sans critique. C'est mon point de vue, une exposition. Bon, son premier contact avec l'arme et les armées, ça a été la première avec Ortiz, le commandant Ortiz. Il avait déjà le grade d'Ortiz, un espagnol. Ils ont formé une brigade, ils sont montés chez... Maintenant, il y a des choses qui m'échappent. Hein. Bon, sa première expédition a été en tant que milicien. Ils étaient vêtus de vert, avec une blouse, non pas une blouse, comment on appelle, une salopette de haut en bas, tout vert olive. Il est venu à Bagnols en permission, habillé comme ça. Il passait par la serre. La serre, il y avait un monsieur que mon père et mon frère les connaissaient d'habitude parce que lorsqu'ils avaient travaillé à Bagnols, avant qu'on rentre nous à Bagnols, et ils faisaient aller-retour le samedi soir et le lundi, ils reprenaient le travail au Marrech déjà. Bon, ils traversent, ils sont venus, il a traversé, il a passé la frontière, il a fait téléphoner au Marrech et nous sommes allés le voir. Un an après, 37. Tu sais ce que c'est 37? 37, ça a été la révolte à Barcelone. La fameuse révolte des anarchistes soi-disant. Bon, chacun son point de vue. D'après nous, mon frère n'y serait pas allé, ou il ne l'a jamais dit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, entre-temps, la première fois qu'il était descendu, après la milice, que déjà on avait formé l'armée régulière, il a eu le grade de lieutenant par les anarchistes, la CNT, il a fait avoir ce grade. À la révolte, la 27 n'était pas loin, il y avait Figue, que je t'ai parlé l'autre jour, et lui et Figue, on s'est rencontrés à Bagnols, et en discutant, il m'avait dit des choses que mon frère m'avait dit, et j'ai compris que, parce que Figue, comme je dis, c'était un garçon qu'on avait attrapé dans un séminaire en 1936, que ses parents l'avaient foutu au séminaire parce que c'était une tête cassée. Et là, il a opté pour être involontaire. Et là, Figue est descendu avec son groupe à Barcelone. Et en discutant, il m'avait dit, si tu avais vu la 26, c'était Dorothée. Ils étaient habillés impeccablement. Pas un bouton ne leur manquait. Les meilleures mitrailleuses qu'ils avaient, eux, c'était déjà tournantes. Nous, il m'a dit, au front, nous avions des Oskitch, des Colt, des arbres de 14. Ils sont passés ça. La question, c'est que mon frère ne nous a jamais rien dit. Mais avant, la première fois qu'il est descendu avec sa casquette, il a sorti la plaque CNT. Chaque groupe ou chaque unité portait un nom politique, une insigne politique. Il l'a sorti, il me l'a donné. Quand il est revenu le 37, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as fait de ça ?» Je lui ai dit « Je l'ai à la maison. » Il m'a dit « Quand tu arriveras à la maison, tu fais disparaître ça. Et ne m'en parle plus jamais de ça. » Il est peut-être encore dans un trou au Marrech, dans un trou de mur, sûrement, où il s'est pourri. C'était en Boulogne. Les années passent, l'école, 39, la retirade. J'avais déjà 14 ans à la retirade, et en 40, un été torride, je chope le typhoïde. 2 mois et demi à l'hôpital Saint-Jean à Perpignan. L'ancien, pas maintenant, hein. C'était vraiment... Je sors, courant août, septembre, les vendanges, et un beau jour,
on tape à la maison, au Marrech, on ouvre 4 dames. Des anciens amis de ma famille qui venaient de Liansa. Il y en avait 2 qui avaient au moins 50 ans et 2 autres plus jeunes. Ils étaient venus pour voir leur famille. Bon, on s'en est occupé, c'est ce qui s'est passé. Et ces gens-là font ce qu'ils ont voulu, mais il y en a 2, les plus jeunes, qui étaient venus chercher du tabac. Mon père leur a procuré du tabac. Il s'était fait elle-même une jupe avec un faux cul en grillage et des espèces de manchons de haut en bas du carré d'un paquet de gris. Ils ont rempli ça. Bon, quand ils ont été prêts à partir, mon père m'a dit, demain matin tu te lèves à 4 heures du matin, je crois que c'était, en pleine nuit, hein. Tu les trouveras en bas de la rivière, comment on appelle, en allant au Bayouger, que la famille Azema avait ou a encore un jardin. On s'est rencontrés là à 4 heures du matin. Ces 4 dames, moi et le mari d'une qui est venu l'accompagner. On a pris le chemin, les dames devant marchant comme leur pas, moi derrière. Marche, on prend le col, on monte au Montjous, on descend sur le col de Cervera, en bas on descend vite et droit, territoire de Cervera, et continue et marche, et marche, et marche. Bon, à un moment donné, ils se sont orientés, ils ont reconnu le col de la Rompisse, le col de la Rompisse, que dans le temps, on appelait le col de la Porte. Et c'était le col de la Porte en fait, on l'a rebaptisé. Quand ils ont été sûrs de l'heure, on m'a dit, bon, tu peux rentrer chez toi. En fait, je ne me suis pas fait dire 2 fois, hein. J'avais 16 ans, mais je vous assure, il faut y aller dans ce coin. C'est perdu, c'est sauvage, hein. C'est froid, c'est lugubre, c'est tout ce que vous voudrez. Il y avait de quoi choper mal au cœur. Bon, je descends, mais pas doucement, hein, vous pouvez le croire, parce qu'il y avait à la maison qui m'attendait ma musette prête et allait faire du travail. Il y avait du travail à faire, parce que chez nous, c'était la productivité, pas pour nous, pour le vieux. Le crapule, mon père, c'est dommage de dire ça un peu. Mais c'est cool. Bon, j'allais tellement vite que, à le détour d'un chemin, heureusement que j'ai un petit routine comme tu veux, maintenant je me suis écrasé. Je suis presque tombé sur 2 personnes. Ces 2 personnes, c'était Walter Benjamin et Lisa Fitko. Vous avez lu ce roman? J'ai entendu parler. Le dernier chemin de Walter Benjamin. Alors, quand vous les avez rencontrés, c'était quand? Le 22 septembre, quelque chose comme ça, 22-24 septembre 40. 1940. J'avais 16 ans. Je connaissais cette dame de l'avoir vue dans Bagnous, aujourd'hui d'un côté, demain de l'autre. Et elle prenait des savoir où pour s'orienter. Et lui aussi, je l'avais vu 2 ou 3 fois, comme ça, comme je vous dis. On le voyait par-ci, on les voyait tous les 2 par-là. Lui, toujours un calepin, toujours un écrivain. Et elle, toujours avec un fichu sur la tête. Je ne sais pas comment elle portait ce fichu sur la tête, mais je l'avais vu toujours comme ça. Bon, dites, je m'arrête. Est-ce que vous l'avez vu avec une mallette, une sacoche? Je reviens. Je m'arrête, et bon, on a parlé 2 minutes, il m'a dit, ce chemin peut aller à tel endroit. Je lui ai dit oui, continuez ce chemin. Je lui ai dit, il n'y a pas de, vous ne vous perdrez pas. Il y a 4 dames qui sont à une demi-heure, 3/4 d'heure devant vous, et 4 personnes qui passent laissent des marques. Les marques, il m'a dit comment. Je lui ai dit, c'est pas difficile. En été, quand il fait un peu humide, surtout à l'heure que c'était, il faisait presque nuit encore. On arrache des petits cailloux dessous, ils sont un peu humides.
Dans le temps, Bagnols, il y avait de ces bestioles, tout ce que vous voudrez, il n'y a plus rien. Actuellement, il n'y a plus rien. Et il y avait des araignées, il y avait tout ce que vous voudrez. Il y en avait comme ça. Je dis voilà, tant que vous trouverez des toiles d'araignées mouillées, qui goûtent, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de passer. Et je dis à partir de là, vous serez en Espagne. Je vous ai dit qu'il col de une piste, c'est l'Espagne. Hein? Bon, je quitte cette dame, lui n'a pas dit un mot. Il portait sa grosse veste dessus et une valise sur le dos. Il n'a pas dit un mot, il a attendu qu'on termine de discuter avec la dame, Lisa Vitko. Et on s'est dit au revoir, il est parti. Le lendemain, je trouve cette dame, et elle m'a dit, quoi, je ne m'en souviens plus, j'avais 16 ans, vous vous rendez compte. Et 4 jours après, vous ne pensez plus à rien. C'est des souvenirs. Mais elle avait un point de chute, au plus de mars, et moi j'en avais un autre pareil, mais à 50 mètres dessus. Moi j'avais un point de chute avec, supposons vous, et lui avec elle, de frères et sœurs, mariés chacun de son côté. Alors elle avait le point de chute avec la sœur, moi avec le frère. On était des amis intimes avec ces gens-là, le dimanche on travaillait pour eux. La dame m'a dit, tu sais l'anglaise? Elle est partie en Angleterre. Parce que moi on me l'avait vendue pour l'anglaise, Fitco, Lisa Fitco. Et à Bagnols, je ne la connaissais pas, l'anglaise. Si vous lisez le livre, vous trouverez ça. Parce que le maire lui avait dit aussi, le maire de Bagnols, maire par les autorités vichyssoises déjà, ce n'était plus le maire Azima. Il l'a traité aussi d'anglaise. Je la connaissais comme ça, d'accord. Je n'ai plus revu cette femme. Mais en 1994, ça fait quelques années, hein, j'étais sur le chemin qui monte, alors la digue là, le chemin qui monte l'avenue Général de Gaulle, hein, sur la rivière. Il y avait un maître, même pas, je vois une dame qui me regardait comme ça, avec un air enjôleur, rigolo. Quelqu'un que, hier, on a parlé ensemble en supposant. Quelqu'un. Moi, j'étais un peu intrigué, une dame âgée, évidemment. 94, vous vous rendez compte? Vous avez 70 ans. Et elle était née en 1908, je crois, cette dame. En 1942, quand on s'est rencontrés, j'ai calculé qu'elle avait 32 ans et moi j'en avais 16. Bon, je trouve cette dame, et quand on se croise, elle s'arrête et dit, monsieur, comment ça? On se connaît tous les deux. On se connaît, je lui dis tous les deux. Il m'a dit oui. Vous ne vous souvenez pas? De ces ans, en 40, en 94, ça fait combien d'années? Une tapée, hein? Comment pouvais-je me souvenir d'une jeune fille avec une personne âgée? Et âgée? J'ai dit non. On a discuté 5 minutes, il m'a dit c'est dommage. Moi, parler pour ne rien dire, ça n'a pas été jamais mon job, j'aime pas ça. Je me suis dit au revoir, je me regardais avec un air. Bon. De cette histoire qu'on s'est trouvé là-haut, si cette dame m'a dit, on s'était croisés dans les chemins des vignes. Le chemin des vignes, c'était les vendanges. Les vendanges. Dans le temps, toute la jeunesse de Bagnols faisait les vendanges de Bagnols. Alors, par équipe, on savait où on était, on chahutait. C'était la Riola, c'était la vie de jeunesse de notre jeunesse à Bagnols. Si cette dame m'avait dit, on s'était croisés sous Carroche, alors là, ça aurait été parce que c'est sous Carroche, du côté, pas du côté espagnol, du côté de Cervera. Je vous dis, c'est lugubre qu'on s'est croisés.
Cette dame, je me suis souvenu plus tard, que je l'avais rencontrée le même soir, que je l'avais croisée là-haut, qu'il faisait presque nuit, et que je vous assure, elle n'en perdait pas une, ça y allait, au mastic, elle courait presque. Comment? Pourquoi? Mystère. Bon, après je vous dis que cet entretien avec cette dame, pour moi, c'était des points de souvenirs. Mais quand on est jeune, on emmagasine tant de souvenirs, ça passe. La guerre, elle s'est passée comme on a pu. La libération, je me suis trouvé qu'on nous a évacués et j'étais évacué à Fourques, près de Perpignan. Et là, dans le village, je suis tombé sur un garçon. Moi j'avais 20 ans, il était en avoir 27 ou 28, quelque chose comme ça. Un Espagnol. Un garçon qui était rentré de l'armée, à la retirade, qui avait été volontaire en France dans les bataillons de marche, qui avait été prisonnier, qui a été malade, et on l'a échangé pour un gars du pays. C'est un gars du pays de Fourques qui est parti le remplacer en Allemagne. Bon, on a pactisé, on a discuté. 19 août, qui pète de partout, ça pétait de partout. Je ne sais pas si vous en avez eu des échos. En 44. Oui. On voyait de Fourques la fumée de Port-Vendre que ça montait. La fumée de Port-Vendre, tellement ça montait. À 4 pas, il y avait un mas Trullias, mas Déu. On l'a fait exploser aussi, les Allemands. Il a dit, allez, on faisait une route avec des wagonnets. On embarque le wagonnet, on le laisse là. Quand il est arrivé en bas, il a sauté. On rentre chez nous, les gens qui disaient que les Allemands reculaient et qu'ils embauchaient tout, qu'ils prenaient tout le monde. On s'est allé se cacher. On est allé se cacher, 1 heure passe, 2 heures passe. À la fin, avec ce gars, qui était un ancien militaire espagnol, on rentre. On prend de quoi manger, on va sur Perpignan. On est allé derrière la poste, qui avait ça pétait de partout. Et là, il y avait une voiture avec un jeune, on s'est approché et on a demandé à ce gars s'il pouvait nous fournir des armes. Il nous a dit oui. Moi je parlais bien le français, évidemment, lui aussi c'était débrouillé. Mais il m'a dit voilà, nous ne pouvons pas donner des armes. Il dit mais vous êtes quoi? Vous êtes qui? Il m'a dit l'OS. L'AS, l'armée secrète, AS, l'armée secrète de De Gaulle. Nous avons ordre de ne pas donner des armes. Il dit, pour une armée secrète, j'ai dit, il faut la foutre le camp. On a foutu le camp. Et vous voyez, des trucs politiques, il n'y a pas grand-chose qui, des fois, mène à l'explosion. Pour moi, j'ai dit, merde, un De Gaulle qui refuse de donner des armes. Ça, le regarder. On va faire une petite pause.